La lueur de l'écran du téléphone d'Elizabeth Harrington jetait des ombres acérées sur ses traits de porcelaine, alors qu'elle se tenait immobile dans l'embrasure voûtée de la salle de bal ouest. À 40 pieds de là, sous le lustre vénitien que sa belle-mère avait importé de Milan, son mari Michael renversait la tête en arrière et rugissait de rire. Ses tatouages au cou, un enchevêtrement complexe de serpents et de crânes, rampaient au-dessus du col de son costume Tom Ford à $12 000. 2 femmes l'escortaient comme des trophées de chasse. La brune à sa gauche lui chuchotait quelque chose à l'oreille, ses ongles laqués de rouge traçant la ligne de sa mâchoire. La blonde à sa droite, Cara Simmons, pressait sa paume à plat contre son torse, juste au-dessus de son cœur, son alliance accrochant la lumière. Le pouce d'Elizabeth bougea sur l'écran de son téléphone. 3 pressions, une séquence qu'elle avait pratiquée 200 fois dans le miroir de son dressing. L'exploit de communication en champ proche, NFC, qu'elle avait installé cet après-midi-là, caché à l'intérieur d'une mise à jour du firmware sur laquelle Michael avait cliqué sans la lire, commença son travail silencieux. Son téléphone, posé dans la poche de sa veste à 6 pouces de la main errante de Cara, commença à saigner des données, contacts, messages, historique, GPS, applications bancaires, tout. Elle ne scia pas, ne respira pas trop profondément. Dans le reflet des portes-fenêtres derrière Michael, elle pouvait voir son propre visage, calme, détaché, le visage d'une femme qui avait cessé de ressentir quoi que ce soit il y a 3 ans, lorsqu'elle avait réalisé que son intelligence était utilisée pour blanchir de l'argent sale, au lieu de bâtir la galerie d'art dont elle avait rêvé à l'université. La main de Michael glissa le long de la colonne vertébrale de Cara, plus bas, trop bas pour un homme dont la femme se tenait à 20 pas, mais il ne savait pas qu'elle regardait. Il ne le savait jamais. C'était l'avantage d'avoir été sous-estimé pendant 15 ans, d'avoir été présenté comme la moitié la plus vertueuse de Michael lors de galas de charité, pendant qu'elle gérait les comptes offshore de la famille, restructurait leurs sociétés écrans et s'assurait que l'IRS ne trouve jamais les 18 millions de dollars cachés dans des trusts panaméens. L'écran d'Elizabeth clignota en vert, clone terminé. Elle possédait désormais une image miroir de toute la vie numérique de Michael, mise à jour en temps réel. Elle glissa le téléphone dans la poche cachée de sa robe, en peau de cerf noir, et regarda son mari se pencher pour embrasser Cara Simmons à pleine bouche. Cara Simmons, la femme de l'agent spécial du FBI, Robert Simmons, l'homme qui construisait un dossier RICO contre la famille Harrington depuis 4 ans, l'homme qui avait failli réussir 2 fois, l'homme dont la femme déboutonnait actuellement le col de Michael, pendant que 73 des criminels les plus puissants du Connecticut et leur famille faisaient semblant de ne pas remarquer. La mâchoire d'Elizabeth se crispa, non par jalousie, mais par calcul. Michael n'était pas seulement infidèle. Il était imprudent, suicidaire, un fardeau enveloppé de cuir italien et trempé dans du scotch de 30 ans d'âge. Et les fardeaux, comme son père le lui avait appris avant de mourir dans une prison fédérale, devant être éliminés avant de tout détruire. Elle fit volte-face et remonta le couloir de marbre vers la bibliothèque, ses talons claquant un rythme régulier sur le sol. Dans son esprit, elle avait déjà 3 coups d'avance. Le pavillon de chasse dans le nord de l'État, le Glock 19 non enregistré de Michael dans le coffre-fort mural, le compte aux îles Caïmans qu'elle vidait discrètement depuis 6 mois, acheminant l'argent à travers une série de façades bancaires estoniennes qu'il faudrait 10 ans aux experts comptables judiciaires pour démêler. Derrière elle, le rire de Michael résonnait dans la salle de bal, fort et inconscient. Il n'avait aucune idée que sa femme venait de cesser d'être Elizabeth Harrington, épouse trophée et complice de monstres. Elle était devenue tout autre chose, l'architecte de son anéantissement. Elizabeth verrouilla la porte de la bibliothèque derrière elle et sortit son téléphone. Les données miroirs de l'appareil de Michael défilèrent sur son écran. Messages textes, journaux d'appel, transactions bancaires. Elle ouvrit le dossier crypté étiqueté « Assurance » et commença à tout télécharger sur un serveur sécurisé à Reykjavik.
Ses doigts bougeaient avec une précision chirurgicale. Elle trouva ce qu'elle cherchait en moins de 90 secondes. Un fil de discussion entre Michael et Kara s'étendant sur 8 mois. Réservation d'hôtel, photographies explicites, puis, enfouie dans un message d'il y a 2 semaines, la phrase qui fit geler le sang d'Elisabeth. « Quand ce sera fini, nous disparaîtrons ensemble. En Suisse, peut-être. Ton mari ne nous trouvera jamais, le mien non plus. » Elisabeth le lut 2 fois, puis une 3e. Michael ne se contentait pas d'avoir une liaison. Il prévoyait de s'enfuir, de l'abandonner avec ses dettes, ses ennemis et ses inculpations fédérales, pour la laisser porter le chapeau pendant qu'il se construirait une nouvelle vie avec la femme de l'homme qui voulait l'enterrer. Elle posa le téléphone sur le bureau en acajou et fixa la peinture à l'huile au-dessus de la cheminée, une scène maritime du XVIIe siècle que son grand-père avait volée dans un musée à Prague. Pendant des années, elle s'était dit que la loyauté comptait, que la famille était tout, qu'elle pouvait sauver Michael de lui-même si elle travaillait assez dur, restait assez intelligente, empêchait les murs de se refermer. Mais la loyauté était une monnaie que Michael n'avait jamais comprise, et Elisabeth en avait fini d'investir dans une main perdante. Elle ouvrit son ordinateur portable et se connecta au compte des Caïmans. 12 millions de dollars, le fonds d'urgence de Michael, l'argent qu'il détournait du racket de construction de la famille depuis des années, pensant qu'elle ne remarquait rien, pensant qu'elle était trop occupée à organiser des déjeuners de charité pour lire les états financiers. Elisabeth initia un transfert, pas d'un coup, car cela déclencherait des alertes. Elle divisa les 12 millions en 47 transactions plus petites, les acheminant via des sociétés écrans, au Belize, à Chypre et aux îles Vierges britanniques. Au matin, l'argent serait si profondément fragmenté que même le meilleur expert comptable judiciaire aurait besoin d'une ordonnance de 3 pays différents pour le retracer. Et le temps qu'ils obtiennent ces ordonnances, les fonds seraient intégrés dans des entreprises légitimes, un vignoble à Bordeaux, une start-up technologique à Berlin, un portefeuille immobilier à Dubaï. L'ordinateur émit un signal sonore. Transfert initié. Elisabeth ferma l'écran et se leva, lissant le tissu de sa robe. Elle se dirigea vers le coffre-fort mural caché derrière un faux panneau dans la bibliothèque. La combinaison était la date de naissance de sa fille. Michael l'avait choisie parce qu'il pensait que c'était sentimental. Il ne savait pas qu'Elisabeth avait installé une seconde serrure biométrique qui ne s'ouvrait qu'à son empreinte digitale. À l'intérieur du coffre, 4 passeports, 200 000 $ en espèces, et le Glock 19 personnalisé de Michael. L'arme qu'il avait achetée à un trafiquant à Newark il y a 5 ans. Pas de numéro de série, pas d'enregistrement, pas de piste papier. L'arme qu'il gardait au cas où et qu'il avait utilisée exactement une fois, pour exécuter un homme qu'il avait volé. Elisabeth enfila une paire de gants en cuir tirés de son sac et souleva le Glock avec précaution. Son poids lui était familier. Elle avait appris à tirer à 16 ans, bien avant de rencontrer Michael. Son père avait insisté. Une femme qui ne peut pas se défendre, avait-il dit, est une femme qui attend d'être une victime. Elle n'attendait plus. Elisabeth enveloppa l'arme dans une écharpe en soie et la plaça dans son sac à main. Puis, elle sortit son téléphone et envoya un seul message texte à un numéro qu'elle avait acheté 3 jours auparavant avec une carte SIM prépayée. Le message était simple. Le chalet? Demain soir. 21h. Viens seul. Monsieur. Elle usurpa le message pour qu'il semble provenir du téléphone de Michael. Puis elle effaça l'enregistrement sortant de son appareil et nettoya les métadonnées du serveur cloud. Kara recevrait le message. Kara croirait qu'il venait de Michael, et Kara, désespérée, imprudente et ivre du fantasme de s'enfuir avec un homme dangereux, se présenterait. Elisabeth glissa le téléphone dans sa poche et retourna dans la salle de bal. La fête battait son plein. Michael était maintenant assis sur l'accoudoir d'un canapé en cuir. Kara était perchée sur ses genoux, sa main emmêlée dans ses cheveux. La femme de Robert Simmons. La femme qui était venue chez Elisabeth une 12aine de fois pour des collectes de fonds et des dîners de fête. La femme à qui Elisabeth avait confié la garde de ses enfants. La trahison avait tant de visages, mais elle portait toujours le même sourire.
Elizabeth prit une coupe de champagne sur un plateau qui passait et la leva légèrement en direction de Michael. Il ne remarqua rien. Il ne le faisait jamais. Elle prit une seule gorgée, puis posa le verre et se dirigea vers la sortie. Demain soir à la même heure, Michael Harrington serait sous la garde du FBI, accusé du meurtre de la femme d'un agent fédéral. Les preuves seraient irréfutables. L'arme serait dans sa main, le mobile serait indéniable, et Elizabeth serait à 37 000 pieds au-dessus de l'Atlantique, se volant vers un nouveau nom, un nouveau pays, et une vie où plus personne ne la sous-estimerait. Le règlement de compte avait commencé, et Michael Harrington n'avait aucune idée qu'il était déjà mort. 3 heures d'heure plus tôt, Elizabeth s'était tenue dans la même salle de bal en ajustant la température du thermostat, ses mouvements banals, inaperçus. Le téléphone de Michael était posé sur le bar pendant qu'il accueillait les invités à l'entrée, son attention dévorée par les poignées de main et les tapes dans le dos, démonstration de dominance. Elle avait exactement 90 secondes. L'exploit qu'elle avait acheté à un collectif de hackers roumains avait coûté 40 000 $ en crypto-monnaie intraçable. Cela valait chaque satoshi. Technologie, 0 clic. Pas de message texte à ouvrir. Pas de lien sur lequel cliquer. Pas de téléchargement suspect. Juste la proximité. Elizabeth avait activé le malware sur son téléphone ce matin-là, le cachant à l'intérieur d'une application météo d'apparence légitime. Tout ce dont elle avait besoin était d'approcher son appareil à moins de 18 pouces de celui de Michael pendant environ 70 secondes. Le Bluetooth et le Wi-Fi feraient le reste, créant une poignée de main invisible entre les deux téléphones. L'exploit s'engouffrerait par une vulnérabilité de son système d'exploitation, une faille qui n'avait pas été corrigée, parce que Michael ignorait chaque notification de mise à jour logicielle, comme il ignorait tout ce qui demandait de la patience. Elle s'était positionnée près du bar, faisant défiler ce qui semblait être le plan de table pour le dîner. Son téléphone était posé à plat sur le comptoir en granit, écran vers le bas. Michael était assis à 3 pouces de là, son écran de verrouillage affichant une photo de leurs enfants, qu'il avait probablement regardé 2 fois depuis qu'elle avait été prise. Le transfert invisible commença, des paquets de données se déplaçant en silence. Pas d'alerte, pas de vibration, pas de preuve. Ce qui rendait les exploits 0 clic si dévastateurs était leur élégance. Les logiciels espions traditionnels exigeaient que la cible commette une erreur, clique sur un lien malveillant, télécharge un fichier corrompu ou se connecte à un réseau compromis. Mais la technologie 0 clic exploitait les propres processus d'arrière-plan du téléphone, les fonctions automatiques qui s'exécutaient, que l'utilisateur touche l'écran ou non. Rendu d'image, prévisualisation de messages, synchronisation du calendrier, tout cela transformé en arme. Elizabeth regarda la barre de progression sur son application cachée, avancer lentement vers la fin. 52 secondes, 61, 70, terminé. Elle reprit son téléphone, le glissa dans sa pochette et s'éloigna. Michael revint au bar 30 secondes plus tard, saisit son téléphone et fit défiler ses messages sans avoir la moindre idée que son appareil ne lui appartenait plus. Chaque SMS qu'il enverrait, Elizabeth le lirait. Chaque appel qu'il passerait, elle l'entendrait. Chaque lieu qu'il visiterait, elle le suivrait. Son téléphone était devenu son dispositif d'écoute, sa balise de suivi, sa fenêtre sur chaque secret qu'il pensait avoir enterré. La technologie était de qualité militaire, celle que les agences de renseignement utilisaient pour surveiller les chefs d'État et les chefs de cartel. Et maintenant, Elizabeth Harrington, diplômée de l'Ivy League et mère de 2 enfants, la maniait comme un scalpel. Le temps que Michael embrasse Cara Simmons devant 73 témoins, Elizabeth avait déjà téléchargé 18 mois de messages textes supprimés de sa sauvegarde cloud, des messages qu'il pensait avoir disparu, des preuves de comptes offshore dont même elle ignorait l'existence, des photographies qui le détruiraient lors d'un divorce si elle était assez folle pour laisser cela se terminer au tribunal. Elle traversa les portes-fenêtres pour sortir sur la terrasse, l'air de décembre vif sur sa peau. Derrière elle, la fête rugissait encore. Devant elle, par-delà les haies taillées
et les grilles de sécurité, se trouvait le chemin qu'elle avait déjà choisi. Pas d'avocat, pas de négociation, pas de pitié. Juste l'exécution froide et précise d'un plan qui effacerait Michael Harrington de sa vie aussi efficacement qu'il avait tenté de l'effacer de son avenir. Le téléphone dans sa main vibra. Un nouveau message de Michael à Kara, envoyé alors qu'Elizabeth se tenait à 20 pieds de là. Elle l'ouvrit et lut 3 mots qui scellèrent son destin. « Demain soir. » Le chalet. Elizabeth sourit. « Parfait. » Michael se réveilla à 11 heures le lendemain matin, le visage pressé contre le canapé en cuir de son bureau, portant toujours son costume de la veille. L'odeur de scotch et de vomi lui collait comme une seconde peau. Il grogna, roula sur le dos et pressa ses paumes contre ses tempes, comme s'il pouvait physiquement expulser la gueule de bois de son crâne. À l'étage, dans la salle du petit déjeuner, Elizabeth était assise au bureau ancien, son ordinateur portable ouvert, une tasse de café noir refroidissant à ses côtés, exécutant l'équivalent financier d'un acte de disparition. La première phase du blanchiment d'argent s'appelait le placement. Introduire l'argent sale dans le système financier légitime. Michael avait déjà fait ce travail pendant 15 ans de contrats de construction, de liquidités de casinos et de sociétés écrans n'existant que sur papier. L'argent reposait dans des comptes à travers 7 pays, aseptisés et en attente. Ce que faisait Elizabeth maintenant était la phase 2, l'empilage, layering. L'art de déplacer l'argent à travers tant de transactions, par-delà tant de frontières, que son origine devenait impossible à tracer. Elle avait commencé à 4 heures du matin pendant que Michael était encore évanoui. 12 millions de dollars du compte des Caïmans, divisés en 47 virements distincts, chacun sous le seuil de déclaration qui déclencherait des alertes automatiques au FinCEN, le réseau de lutte contre les crimes financiers qui surveillait les transactions importantes. La première couche envoyait l'argent à une série de sociétés à responsabilité limitée au Belize. Sur le papier, il s'agissait de cabinets de conseil et d'entreprises d'import-export. En réalité, c'étaient des entités vides, avec des agents enregistrés qui déposaient des papiers et ne posaient aucune question. Du Belize, les fonds partaient pour Chypre, divisés en montants encore plus petits et déposés dans des banques spécialisées dans la discrétion. Les banques chypriotes viraient ensuite l'argent à des holdings aux îles Vierges britanniques, où les lois sur le secret des affaires rendèrent presque impossible pour les enquêteurs de percer le voile corporatif et d'identifier les véritables propriétaires. Mais Elizabeth ne s'arrêta pas là. Les comptes des îles Vierges britanniques transféraient les fonds vers un trust au Liechtenstein, une structure juridique impénétrable capable de détenir des actifs sur des générations sans révéler les bénéficiaires. Du Liechtenstein, des portions de l'argent s'écoulaient vers des fonds d'investissement luxembourgeois, puis vers des comptes bancaires privés suisses, puis vers des plateformes bancaires numériques estoniennes fonctionnant entièrement en ligne. Chaque transfert ajoutait une couche de complexité, une autre juridiction légale, un autre ensemble de réglementations bancaires qui exigerait une coopération internationale et des ordonnances judiciaires pour être démêlées. Elizabeth prit une gorgée de café froid et regarda les barres de progression sur son écran. C'était là le génie de l'empilage. Il ne s'agissait pas seulement de cacher de l'argent, il s'agissait d'épuiser quiconque tenterait de le suivre. Même si les enquêteurs fédéraux finissaient par retracer le transfert initial hors du compte des Caïmans, ils auraient besoin de la coopération du Belize, de Chypre, des îles Vierges britanniques, du Liechtenstein, du Luxembourg, de la Suisse et de l'Estonie. Chaque pays exigerait des requêtes légales distinctes. Chaque requête prendrait des mois ou des années. Et le temps qu'ils obtiennent l'approbation de la 4e ou 5e juridiction, l'argent serait déjà intégré dans des actifs légitimes, la 3e et dernière phase du blanchiment. Elle avait déjà mis en place les véhicules d'intégration, une part minoritaire dans un vignoble bordelais, acheté via un fonds d'investissement luxembourgeois, des parts dans une start-up tech berlinoise, investie via une banque numérique estonienne, un portefeuille immobilier à Dubaï, acquis via le trust du Liechtenstein. Le mois prochain, les 12 millions de dollars de Michael
seraient transformés en actifs commerciaux légitimes, générant des revenus propres, appartenant à des entités légales, sans lien apparent avec Elizabeth Harrington. Ses doigts bougeaient sur le clavier, avec une précision chirurgicale. Transfert initié. Couche terminée. Passée à la juridiction suivante. Elle faisait ce genre de travail pour Michael depuis des années, protégeant ses actifs de la saisie, maintenant l'empire familial opérationnel malgré l'examen fédéral. L'ironie ne lui échappait pas. Elle avait passé une décennie à construire l'architecture financière qui financerait maintenant sa fuite de l'homme pour qui elle l'avait bâti. Michael entra en trébuchant dans la salle du petit déjeuner, ses cheveux pointant dans 4 directions, son haleine formant un nuage toxique. Elizabeth leva les yeux de son ordinateur portable avec une expression d'inquiétude modérée qu'elle avait pratiquée devant le miroir. « Nuit difficile ?» demanda-t-elle. Il grogna, se servit du café avec des mains tremblantes et s'effondra dans la chaise en face d'elle. « Sur quoi tu travailles ?» marmonna-t-il. Elizabeth sourit, ses doigts ne quittant jamais le clavier. « Juste les projections fiscales trimestrielles. Rien d'intéressant. » Elle appuya sur Entrée. Un autre $1 million s'évanouit dans le système d'empilage. Une transaction de plus vers l'intraçable. Michael ferma les yeux et tint sa tasse de café comme un homme accroché à un radeau de sauvetage. Il n'avait aucune idée qu'il se noyait déjà. Elizabeth trouva Robert Simmons exactement là où elle savait qu'il serait un samedi après-midi. Le marché bio de Riverside, à 2 pâtés de maison du bâtiment fédéral. Elle suivait ses achats par carte de crédit via le téléphone piraté de Michael. L'agent du FBI avait une routine. Café à 9 h, marché à 2 h, à la maison à 4 h. Prévisible, exploitable. L'ingénierie sociale ne consistait pas à mentir. Il s'agissait de construire une réalité si plausible que la cible se convainquait elle-même qu'elle était vraie. Elizabeth avait étudié la discipline de la même manière qu'elle avait étudié la finance d'entreprise et la sécurité numérique. Les experts en sécurité de l'information appelaient cela le pretexting. Créer un faux scénario pour manipuler quelqu'un afin de lui soutirer des informations ou l'inciter à agir. Ce qu'Elizabeth s'apprêtait à faire était plus sophistiqué. Elle allait planter une graine dans l'esprit de Robert et laisser sa propre paranoïa l'arroser jusqu'à ce qu'elle devienne une certitude. Elle se positionna près des tomates anciennes, assez près pour sembler fortuite, quand Robert tourna le coin avec ses sacs de course réutilisables. Il la vit le premier, sa mâchoire se crispant presque imperceptiblement. Ils s'étaient rencontrés une 12aine de fois lors de galas de charité, où Michael jouait au philanthrope et Robert au citoyen concerné. L'hostilité entre leurs maris était un secret de polichinelle, mais la convention sociale exigeait la civilité. « Elisabeth », dit Robert, son ton soigneusement neutre. Elle leva les yeux comme surprise, son visage arborant une fatigue inquiète. « Robert. »« Bonjour. » Elle hésita, jetant un coup d'œil autour d'elle comme pour vérifier la présence d'oreilles indiscrètes. « Je suis désolé. Je ne devrais pas vous importuner avec ça. Ce n'est rien. » La pause était calculée. En pretexting, l'outil le plus puissant était l'apparence de réticence. Les gens font confiance aux informations qu'ils doivent vous arracher. L'expression de Robert changea. Les agents du FBI étaient formés pour détecter la tromperie, mais ils étaient aussi formés pour suivre les pistes. Et Elizabeth venait de balancer un appât devant lui. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il. Elizabeth reposa la tomate qu'elle examinait et baissa la voix. « C'est Michael. Il a été... » Elle choisit ses mots avec soin, distrait dernièrement. Obsédé même. Il y a quelqu'un qu'il rencontre en secret. Une femme. Elle laissa sa voix se briser légèrement sur le dernier mot. La beauté du vishing, pêche à la voix, était que le ton importait plus que le contenu. La vulnérabilité était une clé universelle qui ouvrait la sympathie et la curiosité. La posture de Robert changea. Il fit un pas de plus. Quel genre de réunion ? Elizabeth secoua la tête rapidement. Je n'ai pas les détails. Il a été prudent. Mais il a pris des appels à des heures indues, a disparu dans ce chalet de chasse au nord de l'État. Quand je lui demande, il devient défensif. Elle croisa le regard de Robert, laissant transparaître une douleur calculée. Je pense qu'il prépare quelque chose.
Peut-être partir. Je ne sais pas si c'est lié à votre enquête ou... Elle marqua une nouvelle pause, perfectionnant l'instant. Ou si c'est juste une trahison personnelle. Le déclencheur psychologique qu'elle avait activé s'appelait la vulnérabilité réciproque. En semblant se confier à Robert, elle créait une dette implicite. Il se sentait maintenant obligé de la protéger, ou, au minimum, d'enquêter sur ses dires. Mais un second déclencheur était à l'œuvre, la paranoïa professionnelle. Robert avait passé 4 ans à monter un dossier contre Michael. La suggestion que Michael rencontrait quelqu'un en secret, préparait quelque chose, serait impossible à ignorer pour lui. Les yeux de Robert se plissèrent. « Elisabeth, si vous avez des informations sur les activités de Michael, je peux vous aider. Nous avons des programmes de protection des témoins. » Elle l'interrompit avec un sourire triste. « Je ne suis pas prête pour ça. J'avais juste besoin d'en parler à quelqu'un. S'il vous plaît, ne mentionnez pas notre conversation. Il ne doit pas savoir que j'ai dit quoi que ce soit. » Encore un mouvement calculé. Demander le secret rendait l'information plus précieuse, plus dangereuse. Robert enquêterait précisément parce qu'elle lui avait demandé de ne pas agir. Que feriez-vous si vous réalisiez que votre conjoint cache quelque chose qui pourrait tout détruire? Elisabeth toucha brièvement son bras, un geste de gratitude, puis s'éloigna avant qu'il ne puisse poser d'autres questions. Derrière elle, elle savait que Robert sortait déjà son téléphone, passait déjà en revue les images de surveillance, les relevés de cartes de crédit, les données des tours cellulaires. Elle venait de transformer un agent du FBI en arme en n'utilisant que des mots soigneusement choisis et une psychologie exploitée. D'ici lundi, Robert enquêterait sur les mouvements de Michael. D'ici mercredi, il aurait probablement Michael sous une surveillance plus étroite. Et le moment venu, quand Elisabeth aurait besoin du FBI au chalet exactement au bon instant, Robert serait déjà prêt à intervenir. Elle avait transformé l'homme qui traquait son mari en complice involontaire. C'était là le pouvoir de l'ingénierie sociale. On ne force pas les gens à faire ce que l'on veut. On leur donne envie de le faire eux-mêmes. Dimanche soir, Michael emmena les enfants chez sa mère à Greenwich. À 3 heures de là, il ne reviendrait pas avant mardi matin. Elisabeth attendit que son SUV disparaisse de l'allée avant d'entrer dans son bureau et d'en verrouiller la porte. Le coffre-fort mural se trouvait derrière un faux panneau de la bibliothèque, caché derrière une première édition du Parrain que Michael trouvait maligne. Elle entra le code, la date de naissance de leur fille, et pressa son pouce contre le scanner biométrique qu'elle avait installé 2 ans auparavant, disant à Michael que c'était une amélioration de sécurité. Ce qu'elle ne lui avait pas dit, c'est que le scanner enregistrait chaque tentative d'accès et envoyait des alertes à son téléphone chaque fois que le coffre était ouvert. À l'intérieur, de l'argent, des passeports et le Glock 19 de Michael. L'arme était un fantôme, pas de numéro de série. Acheté à un trafiquant à Newark qui avait effacé les numéros à l'acide et à la meuleuse. Michael l'avait utilisé une fois il y a 5 ans pour exécuter un homme qui l'avait volé, puis l'avait nettoyé méticuleusement et enfermé pour les urgences. Il pensait que l'absence d'enregistrement la rendait sûre. Il se trompait. Ce qui rendait les armes traçables n'était pas l'enregistrement. C'était la balistique. Chaque canon d'armes était une signature unique gravée dans l'acier. Elisabeth enfila des gants en nitrile et souleva le Glock avec précaution. Lorsqu'une balle traverse le canon d'une arme, les rainures en spirale taillées à l'intérieur du canon, laissent des éraflures microscopiques sur la surface du projectile. Ces rayures, appelées marques de striation, sont aussi uniques que des empreintes digitales. Aucun 2 canons ne produisent de motifs identiques. Lorsqu'une balle était récupérée sur une scène de crime, les experts en balistique pouvaient effectuer un tir d'essai avec une arme suspecte dans un réservoir d'eau, puis comparer les marques de striation au microscope. Si les motifs correspondaient, la balle provenait de cette arme spécifique, pas d'un modèle similaire, pas du même fabricant, mais de cette arme exacte. Ce qui signifiait que même une arme non enregistrée pouvait être liée à un crime avec une certitude absolue, si les enquêteurs avaient l'arme en main. C'était pourquoi Elisabeth avait passé 3 semaines à trouver une réplique. Pas n'importe quel Glock 19,
mais un exemplaire aux spécifications identiques, de la même génération, avec les mêmes motifs d'usure. Elle l'avait acheté à un vendeur privé en Pennsylvanie, avec une fausse identité, puis avait délibérément tiré 200 fois dans un stand privé pour créer une usure réaliste du canon. La réplique se trouvait maintenant dans une boîte verrouillée dans sa voiture. Elle plaça l'original de Michael dans un étui étanche doublé de mousse, le scella et le cacha au fond de son sac de sport. Puis elle récupéra la réplique dans sa voiture et la positionna dans le coffre exactement là où se trouvait celle de Michael. Même angle, même position. À moins qu'il ne la sorte pour l'examiner de près, il ne verrait jamais la différence. Le brio de l'échange résidait dans sa simplicité. Le moment venu, Elizabeth utiliserait le vrai pistolet de Michael pour tuer Kara. La balle récupérée sur le corps de Kara porterait des marques de striation uniques à ce canon spécifique. Lorsque le FBI y arrêterait Michael et saisirait la réplique dans son coffre, il ferait des tirs d'essai et découvrirait que les striations ne correspondaient pas. Les avocats de Michael soutiendraient que cela prouvait son innocence. Quelqu'un d'autre possédait la véritable arme du crime. Mais alors, Elizabeth s'assurerait que la véritable arme soit retrouvée sur les lieux, couverte des empreintes de Michael et de résidus de tir, avec son ADN sur la poignée. Les preuves médico-légales seraient irréfutables, la correspondance balistique serait parfaite, et la propre arme non enregistrée de Michael deviendrait l'instrument de sa destruction. Elizabeth plaça la réplique dans le coffre et le referma. Elle retira ses gants, les brûla dans la cheminée et se lava les mains 3 fois avec du savon antibactérien. Le principe d'échange de l'OCAR, fondement de la science forensique, stipule que chaque contact laisse une trace. La clé pour commettre le crime parfait n'était pas d'éviter les traces. C'était de contrôler quelles traces on laissait derrière soi et de s'assurer qu'elles racontaient l'histoire que l'on voulait que les enquêteurs croient. Elle monta dans sa chambre et ouvrit son ordinateur portable. Les données clonées du téléphone de Michael montraient qu'il avait envoyé des SMS, sauf qu'Elizabeth contrôlait désormais les 2 extrémités de la communication. Elle ouvrit les données du téléphone cloné de Michael sur son ordinateur. Le miroir en temps réel affichait ses véritables messages textes stockés dans l'iCloud d'Apple. Elizabeth se connecta au compte iCloud en utilisant les identifiants de Michael, extraits lors du piratage initial. Elle navigua vers la sauvegarde des messages et inséra manuellement son message usurpé dans l'historique de conversation avec Kara. Du point de vue de Michael, s'il vérifiait un jour, le message apparaîtrait dans son dossier « Envoyé ». Son téléphone aurait un enregistrement de l'envoi, horodaté exactement au bon moment. Les métadonnées montreraient qu'il provenait de son appareil, envoyé via le réseau de son opérateur. Mais Elizabeth alla plus loin. Elle accéda au back-end de l'opérateur via une vulnérabilité qu'elle avait achetée au même hacker roumain. La faille permettait un accès limité aux journaux de routage, pas assez pour changer les dossiers majeurs, mais assez pour insérer les métadonnées d'un seul message dans le système. Elle téléchargea une fausse entrée de journal montrant que le téléphone de Michael avait envoyé le SMS à Kara à 15h47 le lundi. Le journal correspondait à l'horodatage dans sa sauvegarde iCloud. Lorsque les enquêteurs finiraient par extraire les relevés téléphoniques de Michael, ils trouveraient des preuves concordantes dans 3 endroits distincts: son appareil, sa sauvegarde cloud et les journaux de serveur de son opérateur. Elizabeth ferma l'ordinateur et démarra la voiture. Le message était envoyé. La piste numérique était fabriquée. Kara le lirait, paniquerait à la mention du fait que Robert savait et conduirait jusqu'au chalet en croyant que Michael l'avait convoqué pour une réunion d'urgence. Et lorsque les enquêteurs reconstitueraient les dernières heures de la vie de Kara, ils trouveraient la preuve indéniable que Michael Harrington l'avait attiré dans un lieu isolé avec un message texte envoyé de son propre téléphone. La beauté de la preuve numérique était sa perception d'objectivité. Les jurés faisaient confiance aux relevés téléphoniques comme ils faisaient confiance aux empreintes digitales. Ils ne comprenaient pas que, entre de bonnes mains, la preuve numérique pouvait être sculptée comme de l'argile. Elizabeth rentra chez elle,
jeta l'ordinateur portable jetable dans une benne derrière un centre commercial et vérifia son téléphone. Les données clonées de l'appareil de Michael montraient qu'il venait d'appeler Kara 2 fois. Les 2 appels étaient tombés sur messagerie. Il était confus, se demandant probablement pourquoi elle ne répondait pas. Il n'avait aucune idée que sa femme venait d'envoyer un message en son nom, en utilisant son numéro, appuyé par des journaux de serveurs fabriqués qui scelleraient son destin. 24 heures restaient. Elisabeth pouvait presque goûter à la liberté. Mardi, 18 heures. Elisabeth gara sa voiture sur le chemin forestier à 3 miles du chalet et coupa le moteur. Elle était venue ici avec une Honda Accord qu'elle avait louée avec une fausse identité achetée à un faussaire de Boston. Un homme qui travaillait pour l'organisation de Michael depuis des années et qui ne ferait jamais le lien avec Elizabeth Harrington. Le chalet trônait sur 18 acres de forêt, assez isolés pour que des coups de feu ne donnent pas l'alerte. Michael l'avait acheté via une société écran il y a 10 ans, s'en servait pour des parties de chasse et des réunions qu'il ne voulait pas avoir tracées. Elisabeth y était venue 2 fois. Elle connaissait la disposition des lieux. Une pièce principale avec une cheminée en pierre, une chambre, une salle de bain avec un système de citerne d'eau. Aucun voisin à des miles à la ronde. Elle enfila des gants, saisit son sac et parcourut la distance restante à travers les arbres. La clé du chalet était sous la 3e pierre à gauche de la porte, exactement là où Michael la cachait toujours. À l'intérieur, l'air sentait la fumée de bois et la bière éventée. Elle bougea rapidement. De son sac, elle sortit un flacon de thémazépam sur ordonnance, un sédatif de la famille des benzodiazépines couramment prescrit pour l'insomnie. Elle avait fait remplir l'ordonnance 2 mois auparavant chez un médecin qui acceptait le liquide et ne posait pas de questions, prétextant une anxiété et des insomnies entièrement fabriquées. Le thémazépam était parfait pour ses objectifs, en raison de la façon dont il se métabolise dans le corps humain. Les benzodiazépines agissent en renforçant l'effet de l'acide gamma-aminobutyrique, GABA, un neurotransmetteur qui réduit l'activité cérébrale. Le résultat est une sédation, une relaxation musculaire et des troubles de la mémoire. Mais le détail critique était la demi-vie, le temps nécessaire pour que la moitié du médicament quitte la circulation sanguine. Le thémazépam a une demi-vie de 8 à 15 heures. Cela signifiait que si Elisabeth dosait Michael à 19 heures, au moment où la police arriverait vers 21h30 ou 22 heures, il resterait assez de médicaments dans son système pour expliquer son état de confusion et de somnolence. Les rapports de toxicologie montreraient des benzodiazépines dans son sang, cohérents avec quelqu'un qui aurait pris le médicament des heures plus tôt ou quelqu'un qui aurait été drogué à son insu. Mais voici la partie élégante. Le thémazépam combiné à l'alcool crée un effet synergique. Ensemble, ils amplifient leurs propriétés sédatives respectives. Michael semblerait ivre, élocution pâteuse, coordination altérée, confusion. Mais la cause sous-jacente serait pharmacologique, pas seulement éthanolique. Et parce que Michael était connu pour boire lourdement, les enquêteurs supposeraient qu'il avait mélangé ses propres pilules avec du scotch, une combinaison courante et dangereuse. Elisabeth ouvrit la carafe en cristal du scotch de Michael, du Macallan 25, son préféré, et écrasa 4 comprimés de 30 mg en une poudre fine à l'aide d'un pilon qu'elle avait apporté. Elle dissolut la poudre dans 2 onces de scotch, remua jusqu'à ce que le sédiment disparaisse, puis versa le mélange dans la carafe. 120 mg, assez pour le rendre semi-conscient en moins d'1 heure, profondément sédatisé mais pas comateux, pas assez pour le tuer, ce qui éveillerait des soupçons immédiats. Elle rinça le pilon, le sécha et le rangea dans son sac. Puis, elle essuya chaque surface qu'elle avait touchée, replaça la carafe exactement là où elle se trouvait et quitta le chalet. Elle gara sa voiture de location à 1/4 de mile sur le chemin forestier, cachée derrière un bosquet de pins, et attendit. À 19h15, elle vit des phares couper la forêt sombre. Le Range Rover de Michael. Il se gara devant le chalet, descendit et entra.
Elisabeth observa avec des jumelles depuis sa position dans les arbres. À travers la fenêtre, elle le vit verser du scotch dans un verre. 3 doigts. Il le but rapidement, s'en servit un autre. 15 minutes passèrent. Michael s'assit sur le canapé en cuir, se frotta le visage. 20 minutes. Il se leva, vacilla légèrement, se rassit. 30 minutes. Sa tête tomba en avant. Le Temazepam faisait son effet. Elisabeth vérifia sa montre. Kara arriverait dans environ 45 minutes, répondant au message usurpé qui l'avait plongé dans la panique. Elisabeth avait 1 heure pour préparer la phase finale. Elle sortit le vrai Glock 19 de son sac, vérifia le chargeur, engagea une balle. L'arme semblait plus lourde qu'elle ne s'en souvenait. Non pas à cause de son poids, mais de ce qu'elle représentait, le moment où elle passait d'architecte à exécutrice. Elle pensa brièvement à ses enfants, endormis chez la mère de Michael, ignorant que leur mère s'apprêtait à commettre un meurtre pour les sauver du désastre paternel. Puis, elle chassa cette pensée et marcha vers le chalet. Michael était affalé sur le canapé quand elle entra, les yeux mi-clos, sa respiration lente et régulière. Il leva les yeux vers elle avec un regard flou, essayant de former des mots qui ne venaient pas. Elisabeth posa l'arme sur la table et vérifia son pouls. Fort, mais lent. Parfait. Elle avait 40 minutes avant l'arrivée de Kara. 40 minutes pour préparer une scène de crime si convaincante que même l'enquêteur le plus sceptique croirait que Michael Harrington avait assassiné sa maîtresse dans une rage druglée et jalouse. Elisabeth sortit une combinaison Tyvek de son sac et commença à travailler. Les phares de Kara balayèrent dans les fenêtres du chalet à 20h52. Elisabeth observait depuis l'ombre près de la cheminée, le Glock lourd dans sa main gantée. Elle avait positionné Michael sur le canapé, la tête renversée en arrière, la bouche ouverte, le verre de scotch vide au sol à côté de lui. Pour quiconque entrerait, il aurait l'air ivre-mort. Kara frappa 2 fois, puis poussa la porte. Michael, sa voix était serrée par la panique. Elle entra, le vit sur le canapé et se précipita. « Michael, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe ?» « Ton message disait que Robert savait. » Elle s'arrêta. Elisabeth sortit de l'ombre. Le visage de Kara se vida de ses couleurs. « Elisabeth !» Le mot sortit étranglé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elisabeth leva l'arme, visant la poitrine de Kara. Sa main était ferme. « Je pourrais vous poser la même question, mais j'en connais déjà la réponse. » Kara recula vers la porte, les mains levées. « Ce n'est pas ce que vous croyez. » Elisabeth rit, un son comme du verre brisé. « Vous avez couché avec mon mari pendant 8 mois. Vous êtes venu chez moi, vous avez tenu mes enfants. Et maintenant vous prévoyez de vous enfuir avec lui, en me laissant ses dettes et ses ennemis. » Elle fit un pas de plus. « Dites-moi, Kara, quelle partie ai-je mal comprise ?» Les yeux de Kara dardaient vers la forme inconsciente de Michael. Il disait que vous vous en moquiez, que vous ne restiez que pour l'argent. Quelque chose de froid et de final s'installa dans la poitrine d'Elisabeth. Il avait tort. Le coup de feu fut plus bruyant qu'elle ne l'avait anticipé, bien qu'elle s'y soit préparée. Kara trébucha en arrière, ses mains serrant sa poitrine, ses yeux écarquillés par le choc. Elle heurta le mur et glissa, laissant une traînée rouge contre les planches de pin. Sa respiration devint un râle humide, puis s'arrêta. Elisabeth resta parfaitement immobile, l'arme toujours levée, les oreilles bourdonnantes. C'était le point de non-retour. Elle était passée de victime à tueuse, de femme à veuve en attente. Mais elle ne pouvait pas y penser maintenant. Elle avait du travail. Les résidus de tir, GSR, étaient des particules microscopiques expulsées d'une arme à feu lors de la décharge. L'amorce à l'intérieur de la douille contenait du barium, de l'antimoine et du plomb. Lorsque le percuteur frappait l'amorce, elle explosait, propulsant la balle en avant, tout en libérant un nuage de ces particules métalliques. Le nuage se déposait sur tout ce qui se trouvait à moins de 3 pieds de l'arme. Les mains du tireur, ses vêtements, son visage. Les enquêteurs prélevaient les GSR à l'aide de tampons adhésifs pressés contre la peau du suspect, puis les analysaient au microscope électronique à balayage. Si des GSR étaient trouvés sur les mains de quelqu'un,
Cela prouvait qu'il avait soit tiré, soit été à proximité immédiate de quelqu'un qui l'avait fait. Le problème d'Elizabeth était simple, elle portait des gants. Lorsque les enquêteurs frottèrent ses mains, ils ne trouveraient rien. Mais les mains de Michael devaient être couvertes de GSR, preuve qu'il avait tiré avec l'arme qui avait tué Kara. Placer simplement l'arme dans sa main, après coup, ne fonctionnerait pas. Les GSR se déposent au moment de la décharge, pas après, ce qui signifiait qu'Elizabeth devait tirer à nouveau pendant que Michael tenait l'arme. Elle se dirigea vers le canapé et positionna le pistolet dans la main droite de Michael, enroulant ses doigts autour de la poignée, son index sur la détente. Il était à peine conscient, ses paupières papillonnant, incapable de résister. Elizabeth se tint derrière lui, portant ses gants, et plaça ses mains sur les siennes, visant le mur opposé. Elle pressa la détente en utilisant le doigt de Michael. Le second coup de feu perça un trou dans le lambris de bois. L'éclair de départ illumina le visage de Michael, et le nuage de résidus de tir, invisible mais indéniable, se déposa sur ses mains, ses avant-bras, ses vêtements. Lorsque les enquêteurs ferèrent les prélèvements, ils trouveraient du barium, de l'antimoine et du plomb concentré sur sa paume et ses doigts droits, exactement là où l'on s'attendrait à les trouver sur quelqu'un ayant tiré. Elizabeth relâcha sa main et laissa tomber l'arme au sol à ses côtés. Michael grogna, essaya de lever la tête, mais échoua. Sa main tressaillit. Le thémazépam s'estompait, mais trop lentement. Le temps qu'il reprenne pleinement connaissance, le FBI l'aurait sous sa garde. Elizabeth recula et examina la scène. Le corps de Kara affalé contre le mur. Michael inconscient sur le canapé, l'arme au sol, les GSR sur ses mains. 2 coups tirés, l'un ayant tué Kara, l'autre dans le mur. Les preuves balistiques correspondraient. Les balles provenaient de la même arme, marque de striation identique, traçable jusqu'à l'arme trouvée sur les lieux. L'histoire s'écrivait d'elle-même. Michael avait attiré Kara ici avec un SMS de panique. Il avait bu, mélangeant peut-être alcool et sédatifs. À son arrivée, il s'était disputé. Peut-être qu'elle avait menacé de tout dire à Robert. Peut-être que Michael ne supportait pas l'idée de la perdre. Dans une rage druglée, il l'avait abattue. Puis, réalisant son acte, il avait tiré un second coup d'angoisse avant de s'effondrer. C'était désordonné, émotionnel, exactement le genre de crime qu'un homme aux abois commettrait. Elizabeth retira ses gants, les plaça dans un sac plastique et le scella. Puis, elle ôta la combinaison Tyvek, en faisant attention à ce qu'elle ne touche ni ses vêtements, ni sa peau, et la scella dans un second sac. Chaque trace de sa présence devait disparaître. Elle sortit son téléphone et composa le 911, mais n'appuya pas encore sur « Envoyer ». D'abord, elle devait partir. Elle avait 8 minutes pour rejoindre sa voiture, conduire jusqu'à un endroit lui offrant un alibi plausible et établir cet alibi avant de passer l'appel qui détruirait Michael Harrington à jamais. Elizabeth s'arrêta. 8 minutes ne suffisaient pas. La scène était trop propre, trop orchestrée. Les vrais crimes étaient chaotiques. Elle devait créer des preuves de lutte avant de partir. Le principe d'échange de l'OCAR stipulait que chaque contact laisse une trace. Quand 2 objets interagissent, de la matière est échangée. Un tueur laisse des fibres sur la scène et emporte des fils de tapis avec lui. Une lutte transfère de l'ADN, dépose des cheveux, disperse des cellules cutanées. Le principe signifiait que commettre un crime totalement sans trace était théoriquement impossible. Mais Elizabeth n'essayait pas de ne laisser aucune trace. Elle essayait de ne laisser que les traces de Michael. La combinaison Tyvek qu'elle portait était conçue pour la manipulation de matières dangereuses, non poreuses, antistatiques, empêchant le transfert de cheveux et de cellules cutanées. En dessous, elle portait un bonnet de douche pour contenir ses cheveux et s'était frotté les mains au savon antibactérien avant d'enfiler les gants. Chaque surface touchée avait été essuyée immédiatement, mais elle devait maintenant ajouter le matériel biologique de Michael à la scène, tout en s'assurant qu'aucun des siens ne la contamine. Elle retourna au canapé et souleva avec précaution le bras de Michael. Toujours ganté,
Elle le traîna partiellement hors du canapé, le laissant s'affaler sur le sol. Son corps tomba lourdement. Parfait. Cela expliquait pourquoi il était au sol à l'arrivée de la police. Elle prit son autre bras et le positionna comme s'il avait tenté de se rattraper durant la chute. Des cellules de peau de ses paumes se transférèrent sur le plancher de bois. Preuve ADN, plaçant Michael à l'endroit exact où les tirs avaient eu lieu. Ensuite, elle renversa la table basse. Le verre de scotch se brisa. Le liquide ambré se répandit sur le sol. Elle prit la main de Michael et la pressa dans le scotch répandu, puis la traîna sur 6 pouces, créant un motif de traînée cohérent avec quelqu'un tentant de se relever. Ses empreintes digitales étaient maintenant dans le liquide, horodatées par la façon dont l'alcool s'évaporerait et sécherait. Elle renversa une chaise, shoota dans le sac de Kara pour que son contenu s'éparpille, déchira un coussin pour laisser les plumes s'envoler. Le chalet ressemblait maintenant à la scène d'une confrontation violente. Meubles déplacés, verres brisés, sang sur le mur, un chaos racontant une histoire de rage et de lutte. Mais il restait le problème de la propre présence d'Elizabeth. Même avec un équipement de protection, il y avait un risque. Un cheveu tombé avant qu'elle n'ait mis le bonnet. Une cellule de peau microscopique transférée lorsqu'elle avait manipulé l'arme initialement. De l'eau de Javel. Elle sortit un petit vaporisateur de son sac, une solution d'hypochlorite de sodium. De l'eau de Javel domestique diluée à une concentration précise. L'eau de Javel détruisait l'ADN en brisant la structure moléculaire des acides nucléiques, les rendant indétectables par l'analyse PCR. Mais elle devait l'utiliser avec parcimonie. Trop d'eau de Javel deviendrait elle-même une preuve, indiquant que quelqu'un avait tenté d'assainir la scène. Elle vaporisa un brouillard fin sur les zones qu'elle avait définitivement touchées, avant de mettre la combinaison. La poignée de porte utilisée pour entrer, la section de sol où elle s'était tenue en affrontant Kara. L'eau de Javel dégraderait tout ADN égaré qu'elle aurait pu laisser tout en préservant l'intégrité du matériel biologique de Michael ailleurs dans la pièce. Puis elle s'occupa de l'empreinte numérique. Les téléphones portables communiquent constamment avec les tours voisines, créant des données de localisation pouvant être réquisitionnées. Le vrai téléphone d'Elizabeth était à la maison, éteint, ce qui lui donnait un alibi. Mais le téléphone jetable utilisé plus tôt, celui ayant accédé au service d'usurpation, avait été dans cette zone. Elle sortit un brouilleur de signal portatif de son sac, un appareil diffusant un bruit de radiofréquence sur plusieurs bandes, perturbant les communications cellulaires. Elle l'activa et attendit. Le brouilleur ne pouvait pas effacer les données de localisation passées, mais il pouvait créer de la confusion dans les journaux. Pendant les 3 minutes suivantes, le brouilleur inonda la tour cellulaire locale d'interférence. Tous les téléphones dans la zone, y compris celui de Michael et celui de Kara, montreraient une interruption de service durant cette fenêtre. Les enquêteurs pourraient moins trouver cela suspect, mais ils l'attribueraient probablement à l'éloignement ou à un dysfonctionnement matériel. Ce qu'ils ne trouveraient pas, c'était un enregistrement clair du téléphone jetable d'Elizabeth se connectant à la tour, car ce signal serait noyé dans le bruit. Elle désactiva le brouilleur, le scella dans un sac avec le flacon d'eau de Javel, les gants et la combinaison Tyvek. Ces objets seraient détruits séparément, brûlés dans un incinérateur industriel d'un centre de traitement de déchets qu'elle avait repéré des semaines auparavant. Un lieu où l'on traitait des déchets médicaux et où personne ne posait de questions sur des sacs scellés. Elizabeth jeta un dernier regard à la scène. Michael au sol, semi-conscient, couvert de résidus de tir. Kara morte contre le mur, l'arme à côté de la main de Michael, les preuves balistiques irréfutables, la lutte évidente dans chaque objet renversé, et aucune trace d'Elizabeth Harrington, si ce n'est le fantôme de son intelligence, invisible et intraçable. Elle sortit du chalet, retira la combinaison Tyvek derrière la lisière de la forêt et la scella. Ses mains tremblaient maintenant, non par peur, mais à cause de l'adrénaline brisant enfin son détachement clinique. Elle venait d'assassiner une femme, de piéger son mari, d'orchestrer une scène de crime avec la précision d'un scientifique légiste. Si vous vous êtes déjà demandé jusqu'où vous iriez pour vous protéger de quelqu'un qui vous a trahi,
Elisabeth venait de répondre à cette question. Elle atteignit sa voiture de location, démarra et conduisit exactement 3 miles jusqu'à une station-service équipée de caméras de sécurité. Là, elle établirait sa présence sur vidéo à 21h18, achetant un café et utilisant les toilettes. Un alibi. Puis elle rentrerait chez elle, arriverait à 22h30 et appellerait le 911 après avoir reçu un message vocal paniqué du téléphone de Michael, un message qu'elle fabriquerait à l'aide de clips audio extraits des données clonées. La chronologie serait parfaite, les preuves inattaquables, et Michael Harrington passerait le reste de sa vie en prison, se demandant comment sa femme était devenue l'architecte de son anéantissement. L'appel au 911 vint du téléphone fixe d'Elisabeth à 22h47. Sa voix était frénétique, convaincante. La performance d'une femme venant d'écouter un message vocal troublant de son mari. Il a dit quelque chose à propos du chalet. Il avait l'air ivre, confus, et il y a eu un coup de feu. « S'il vous plaît, vous devez envoyer quelqu'un. » Elle donna l'adresse, ses mots se bousculant dans une panique fabriquée. L'opérateur l'assura que des unités étaient envoyées. Elisabeth raccrocha et attendit. Elle avait déjà fait 2 valises, déjà transféré ses enfants chez sa sœur avec une histoire de voyage d'affaires de dernière minute, déjà acheté un billet simple pour Munich sous son vrai nom, car les épouses innocentes ne fuyaient pas le pays sous de fausses identités. Robert Simmons mena le raid du FB Kings, personnellement. Elisabeth avait compté là-dessus. Les graines plantées lors de leur conversation au marché avaient germé en une enquête complète. Lorsque l'appel au 911 arriva et que la police locale rapporta un possible tir au chalet de Michael Harrington, Robert mobilisa son équipe immédiatement. Ils arrivèrent à 23h23 avec 3 SUV, des gilets tactiques et assez de puissance de feu pour assiéger une forteresse. Ce qu'ils trouvèrent était plus simple et plus accablant qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Michael Harrington affalé au sol, à peine conscient, empestant le scotch et les sédatifs. Cara Simmons contre le mur, morte d'une seule balle dans la poitrine. Et l'arme, le Glock 19 non enregistré de Michael, au sol près de sa main, couverte de ses empreintes et de résidus de tir. Michael revint à lui pendant qu'on lui passait les menottes. Ses mots étaient pâteux, son regard vide. « Je n'ai pas fait ça. » Elisabeth. Elle. Mais les preuves parlaient plus fort que ses protestations. Le rapport de balistique montrerait que la balle dans le corps de Cara correspondait à l'arme en possession de Michael. La toxicologie révélerait du thémazépam et de l'alcool dans son sang, expliquant son état second. Ses relevés téléphoniques montreraient qu'il avait envoyé à Cara un SMS la convoquant au chalet. Et Robert Simmons, debout devant le corps de sa femme, s'assurerait que chaque preuve soit documentée avec une précision obsessionnelle. Michael hurla qu'il avait été piégé pendant qu'on le traînait vers le SUV. Il hurla encore au commissariat et il hurlerait ainsi pendant des années dans une prison fédérale. Et personne ne le croirait, car les preuves étaient parfaites. Elisabeth regarda la couverture médiatique depuis sa chambre d'hôtel près de l'aéroport JFK, attendant son vol du matin. La voix du présentateur était sombre. La femme de l'agent spécial du FBR, Robert Simmons, Cara Simmons, a été retrouvée morte dans un chalet appartenant au chef mafieux présumé Michael Harrington. Harrington a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré. Des sources indiquent que les preuves sont accablantes. Elisabeth éteignit la télévision. Elle l'avait fait. Le coup monté parfait. La fuite parfaite. Mais elle n'était pas encore libre. Les États-Unis avaient des traités d'extradition avec la plupart des pays, ce qui signifiait que si les enquêteurs finissaient par soupçonner l'implication d'Elisabeth, elle pourrait être arrêtée à l'étranger et renvoyée pour faire face aux accusations. C'était pourquoi elle avait choisi l'Allemagne avec soin. 3 ans plus tôt, Elisabeth avait investi 2 millions de dollars dans une start-up tech allemande via une holding luxembourgeoise. Cet investissement la rendait éligible
au permis de résidence pour entrepreneurs en Allemagne. Une voie vers la résidence permanente pour les investisseurs, créant des emplois. Elle avait discrètement maintenu ce statut, renouvelant le permis annuellement, s'établissant comme une femme d'affaires légitime ayant des liens avec l'Union européenne. L'Allemagne avait un traité d'extradition avec les États-Unis, mais les tribunaux européens examinèrent les demandes d'extradition très rigoureusement, particulièrement lorsqu'elles impliquaient une possible peine de mort ou des preuves contestables. Plus important encore, l'Allemagne n'extradait pas ses propres citoyens, et Elisabeth avait déposé une demande de citoyenneté allemande il y a 6 mois, sous une disposition peu connue permettant la double nationalité pour les investisseurs exceptionnels. La demande était encore en cours, mais son avocat, un spécialiste du droit de l'immigration travaillant à Berlin, l'avait assuré qu'elle serait approuvée. Une fois devenue citoyenne allemande, l'extradition deviendrait presque impossible. Même si les procureurs américains montaient un dossier contre elle, même s'ils découvrirent les données téléphoniques clonées, ou le blanchiment d'argent, ou les preuves fabriquées, ils devraient convaincre un tribunal allemand de livrer un ressortissant allemand. Et les tribunaux allemands valorisaient les libertés civiles, la présomption d'innocence et le scepticisme envers les poursuites étrangères. Elisabeth serait intouchable. Elle embarqua sur le vol Lufthansa 403 à 8h15, en première classe, un verre de champagne avant le décollage. Alors que l'avion s'élevait au-dessus de New York, elle sortit son téléphone et retira la carte SIM. Elle la plia jusqu'à ce qu'elle se casse, puis laissa tomber les morceaux dans son verre de champagne vide. Le téléphone lui-même serait détruit une fois qu'elle aurait atterri, effacé, démantelé et jeté dans des endroits séparés à travers Munich. La femme assise au siège 2A était Elizabeth Harrington, citoyenne américaine, victime d'un mari meurtrier. Mais la femme qui descendrait de l'avion en Allemagne commencerait sa transformation en quelqu'un d'autre. Pas encore de nouveau nom. Cela viendrait après l'approbation de la citoyenneté. Mais une nouvelle vie. Une vie financée par 12 millions de dollars, reposant désormais sur des comptes si fragmentés que les experts comptables auraient besoin d'une décennie pour les retracer. Une vie dans un pays qui valorisait la vie privée, qui posait peu de questions aux riches investisseurs, qui offrait une forteresse de protection juridique contre la justice américaine. Elisabeth ferma les yeux et sentit le vrombissement des moteurs sous elle. Quelque part en bas, Michael était dans une cellule, hurlant à la trahison, au complot et à l'injustice. Quelque part en bas, Robert Simmons planifiait des poursuites qui enfermeraient Michael à vie. Et quelque part en bas, 2 enfants grandiraient en croyant que leur père était un monstre et leur mère une survivante. L'avion entra dans l'espace aérien international. Elisabeth n'était plus sous la juridiction américaine. Elle commanda un autre champagne et s'autorisa le plus léger des sourires. Le règlement de compte était venu pour Michael Harrington, exactement au moment où il s'y attendait le moins. Et Elisabeth, la femme qu'il avait sous-estimée pendant 15 ans, l'avait livré avec une précision chirurgicale. Si vous croyez que la trahison doit avoir des conséquences, que les gens qui détruisent ceux qui les ont protégés méritent ce qui leur arrive, alors vous comprenez pourquoi Elisabeth a fait ce qu'elle a fait. Certains pourraient appeler cela un meurtre. Elisabeth appelait cela de la survie. Et à la fin, un seul d'entre eux est reparti libre. Le crime parfait ne consistait pas à ne laisser aucune preuve. Il consistait à contrôler quelle histoire racontèrent les preuves. Et Elizabeth Harrington venait d'écrire un chef-d'œuvre.